Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire consacré au questionnement éthique, donc organisé par le CK en lien avec Monsieur Gilles et des adhérents du CK, la maison de santé Marie-Galène et le centre hospitalier Camille Claudel. Donc bienvenue à tous. Vous êtes actuellement une soixantaine de personnes connectées, vous étiez à peu près 150 inscrits, donc je pense que vous allez arriver au fil de l'eau. À côté de moi, j'ai Martine Romigou aussi qui va animer ce webinaire avec moi. Donc un webinaire qui s'inscrit dans le cadre du programme de travail du CK avec différents thèmes qui permettent aux établissements sanitaires et maintenant médico-sociaux de s'approprier les référentiels de la Haute Autorité de Santé. Et donc là, un webinaire consacré aux critères relatifs au questionnement éthique, aussi bien pour le référentiel qui s'applique aux établissements sanitaires qu'aux établissements médico-sociaux. Donc, nous allons vous proposer différentes interventions du professeur Gilles, de Madame Suire et un entretien enregistré de Florence Cassereau qui vont permettre de répondre aux questions que vous nous avez posées en vous inscrivant. Alors. Et la phrase magique que j'ai oubliée, ce webinaire s'inscrit au programme de travail du CK soutenu par l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Toutes mes excuses. Alors, ce webinaire, je vous le disais, donc pas mal d'inscrits. Il est enregistré, donc vous pourrez aussi le revoir, ceux qui n'ont pas pu le suivre aujourd'hui, le suivre sur notre site internet. Vous avez de téléchargeable dès maintenant le support de présentation dans votre rubrique documents à télécharger, mais tout sera mis sur le site du CK. Alors, dans vos questionnements que vous avez pu nous partager, Martine, qu'est-ce que tu as pu identifier? Oui, alors comme habituellement, hein, vous nous envoyez vos questions avant ce rendez-vous en ligne. Et nous avons là, comme vous le voyez, retenu un certain nombre de vos questions. Bon, bien évidemment, pour certaines, nous les avons agrégées. Donc, essentiellement, c'était les attendus hein, en lien avec ce nouveau critère, que ce soit en sanitaire, médico-social, mais aussi la thématique particulière de l'HAD, où on sait que vous avez souvent des questionnements en rapport avec cette hospitalisation un peu particulière, hein, puisqu'on est chez la personne. Vous nous avez posé des questions sur quid des précédentes certifications, parce qu'effectivement, certains se souviennent que dans les certifications précédentes, les itérations précédentes, il était déjà question de questionnement éthique. Quels sont les supports voilà, qu'on peut présenter aux organismes d'évaluation, que ce soit pour le sanitaire ou le médico-social, comment mettre en œuvre tout ça. Bref, vous allez voir que toutes ces questions que vous nous avez fait remonter vont, je pense, trouver réponse dans les différentes interventions que vous allez avoir, soit nous, lorsqu'on va vous présenter les différentes diapositives, ou aussi par les retours d'expérience de nos honorables invités. Donc, professeur Gilles, un grand merci hein, d'accepter cette participation. Vous allez nous parler du questionnement éthique, comment le mettre en place et comment le faire vivre. Hein. Cette vie du questionnement éthique va animer votre présentation. Donc, bienvenue et nous vous passons la parole, monsieur Gilles. Oui, bonjour Catherine Pourrin, merci beaucoup. Oui, on peut voir la première diapositive. Je voudrais essayer de m'appuyer évidemment sur le texte de la HAS qui est un texte bien organisé et qui, je crois, pose les vraies questions pour transpercer le monde des apparences éthiques et pour essayer de retrouver ce qu'est réellement l'éthique. D'abord, effectivement, ce nouveau critère standard dit que l'établissement promeut et soutient le recours au questionnement éthique par l'ensemble des acteurs. Alors, évidemment, ces deux segments de phrases sont tout à fait importants puisque la loi, les textes réglementaires,
les protocoles, ça renvoie à des règles de portée générale. Et on pourrait croire qu'il suffit de respecter un protocole pour faire de l'éthique. Alors, s'il est éthique de respecter un protocole, c'est un peu court de penser que se contenter de l'application passive et j'allais dire presque décérébrée d'un protocole est de l'éthique. Non, effectivement, l'éthique, c'est autre chose. Donc, il est éthique de suivre un protocole, mais l'éthique demande autre chose. Et cette autre chose, c'est un questionnement. C'est-à-dire que tous ces textes parlent du général. Ils ne parlent pas du particulier, des réalités auxquelles les équipes soignantes sont affrontées dans leur pratique quotidienne. Et dans cette réalité, ils voient effectivement qu'il faut s'appuyer sur les protocoles, les générales, mais qu'il faut se questionner en fonction des questions qui sont posées par les situations singulières, car la vie est faite de personnes humaines et donc de personnes singulières. Et dans le monde de la santé, ces personnes sont des personnes vulnérables, donc qui nécessitent effectivement de la part des soignants une attention particulière. Alors bien sûr, ce questionnement, il tente à repérer des conflits de valeurs. Qu'est-ce qui se joue sur un plan humain? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se joue en matière d'humanisation? Que faire? Comment faire pour aller vers un surplus d'humanisation? Comment éviter un amoindrissement de l'humanisation? Et alors, évidemment, ces conflits de valeurs s'analysent en prenant appui sur des principes. Alors, bon, ces grandes valeurs qui sont la vie, la liberté, la fraternité, que nous appelons l'altérité, hein, la liberté, que nous appelons l'autonomie, s'appuient sur des principes. Bon, évidemment, ces principes justifient l'importance des formations en bioéthique. Et là, évidemment, on peut citer le principe de bienfaisance, d'autonomie, de non-malfaisance, la justice, le respect de la dignité. Et bien sûr, le souci permanent d'éviter toute maltraitance, car évidemment, l'altération du respect de ces principes conduit à des formes de maltraitance plus ou moins conscientisées. Alors, cette analyse, bien sûr, elle procède d'interrogations ou de convictions personnelles. Et le soignant a toute sa place là, dans son existence, dans sa pensée, dans son ressenti, dans sa formation. Mais la particularité, c'est que ces interrogations sont mises en débat. Ce qui fait la particularité de l'éthique, c'est ce partage du questionnement, non pas pour se substituer à la décision qui n'appartiendra toujours qu'aux équipes soignantes, mais pour éclairer des choix décisionnels. Au fond, l'éthique est un exercice de discernement, de conflit de valeurs qui est offert comme un appui à la décision, mais qui n'est jamais une décision, car l'éthique ne peut pas être intrusive. Et effectivement, cette analyse, elle va essayer de dégager les éléments d'un compromis éthique, parce que, évidemment, si l'analyse était simple, il n'y aurait pas de problème éthique. Donc le compromis, c'est comment tenir à la fois la bienfaisance et l'autonomie, comment tenir la santé publique et la liberté. Et en tout cas, l'élément central est bien la personne humaine. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà, alors j'ai essayé là de créer une espèce de diagramme pour essayer de montrer dans le concret un exemple de cheminement. Une équipe se questionne, peut-être ce questionnement, mais il faut aller dans le concret, bien sûr. Ce questionnement, c'est ce malade refuse les soins, il refuse de faire sa toilette, il refuse qu'on s'occupe de lui, il refuse de manger, ou cet autre malade veut marcher mais risque de tomber. Voilà. Donc, que doit-on faire? Attacher le malade, le laisser aller, mais risque de... Voilà. Et donc, le questionnement surgit au niveau de cette équipe. On voit bien que les protocoles et tout vont être difficilement pouvoir répondre à cette question concrète, sinon par des prescriptions réglementaires qui finalement sont le deuil de l'éthique en quelque sorte. Alors ce questionnement, il faut qu'il y ait ce germe d'union de l'équipe qui l'approuve collégialement. Oui, il y a un problème. Et alors en fonction de la structure dans laquelle on se trouve, effectivement, bien, comment faire naître une réflexion éthique à partir de ce questionnement.
Alors, on peut avoir un référent éthique, et je pense en particulier à un EHPAD, à une autre structure médico-sociale, à un petit établissement. Mais on peut aussi avoir affaire à une structure éthique organisée, qu'on peut appeler groupe, qu'on peut appeler comité, qu'on peut appeler du nom que l'on veut. Et cette équipe va définir une stratégie d'intervention, donc soit qu'elle soit sollicitée directement, soit que le référent éthique puisse avoir recours à elle. Et je pense en particulier dans les établissements médico-sociaux, on ne peut pas créer un espace éthique par établissement médico-social avec 120 résidents et quelques personnels. Non, il faut qu'il y ait évidemment des structures en réseau qui s'adressent à la structure éthique. Alors, la structure éthique va définir une stratégie d'intervention, ça peut être une consultation éthique, ça peut être un débat en groupe dans le comité, mais dans tous les cas, évidemment, il y a nécessité de rencontre des acteurs. Alors évidemment, c'est à juste titre aussi et que la HAS prévoit ses ressources externes. Quelles peuvent être ces ressources externes? Ces ressources externes, ou bien, eh bien, elles peuvent être un fonctionnement en réseau. Et par exemple, dans notre région, les différents sites de l'espace régional de réflexion éthique, mais ça peut être aussi des structures intermédiaires qui servent de ressources externes. Et ce qu'il y a de très important, c'est que cette analyse qui va être faite de la situation, cette analyse ne doit pas être une analyse incantatoire, une analyse, j'allais dire, surchargée de bonnes intentions creuses. Elle doit être une analyse rigoureuse de la problématique éthique. Et son garant, c'est en quelque sorte l'écrit, le fait qu'on ait pensé ensemble et qu'on fasse un retour à l'équipe qui a demandé après l'avoir rencontrée et sans avoir perdu le contact avec elle. Et puis ensuite, l'éthique doit, me semble-t-il, se retirer. Elle n'a pas de pouvoir à exercer. Souvent, la réticence à l'égard du recours à une structure éthique est fondée sur le fait qu'on croit que cette structure éthique va se substituer à la décision. Eh bien, cette substitution n'est pas, me semble-t-il, éthique. Non, c'est l'équipe qui garde la main sur la décision, mais l'éthique ne doit humblement qu'essayer d'éclairer cette décision. Si l'éthique a du sens, c'est par son impuissance. Et tous ceux qui croient que l'éthique est puissante ne savent pas en réalité ce qu'est l'éthique. L'éthique se nourrit de son impuissance. C'est ce qui fait sa seule force. Diapositive suivante. Alors, c'est l'équipe dit, la HAS, j'y reviens, en cas de besoin, dispose de ressources externes identifiées. Je crois que la Haute Autorité de Santé a tout à fait raison. Ces ressources externes ne sont pas du vague, elles sont identifiées, c'est-à-dire avec qui on est en lien, quel réseau on bâtit. Il n'y a pas d'éthique sans vraiment une volonté très proactive de construire ces réseaux, de connaître les personnes qui le constituent pour aider effectivement à la mise en commun des problématiques éthiques, parce que la réflexion éthique, elle est inséparable d'une éthique de la discussion. Il n'y a pas de gourou dans l'éthique, il n'y a pas de juge suprême, il y a des partages, il n'y a qu'un débat. Et l'enrichissement de la pensée éthique, la délibération, procède de ce que chacun y amène, ce qu'il est, aussi ce qu'il sait, bien sûr, il faut bien le dire, et puis qu'ensemble, le débat eut lieu. Alors, dans le cadre d'une éthique institutionnelle, celle que la HAS essaie à juste titre de promouvoir, car il y a trop de semblants, de faux semblants d'éthique qui se créent dans certaines institutions. Dans le cadre d'une éthique institutionnelle, le débat prend source au niveau de l'équipe de soins. Ce sont les acteurs désignés dans le langage HAS. Promouvons l'éthique, infusons-les, portons attention à ses besoins éthiques. Une grande partie de la souffrance des soignants aujourd'hui est une souffrance éthique, mais elle doit s'organiser au sein de l'institution. L'institution doit prendre ses responsabilités, référent éthique, structure éthique organisée, sans tergiverser, avec un volontarisme assuré. Et ensuite, ça peut se prolonger dans une structure fédérative en fonction de la taille, une structure fédérative d'établissement dont le volume critique parfois ne permet pas de structure éthique interne. Donc là, il faut fédérer. Nous avons dans notre région Nouvelle-Aquitaine de très beaux exemples
de structures fédératives ou un certain nombre d'EHPAD, de centres hospitaliers se sont mis ensemble pour créer ces structures fédératives qui se déploient ensuite en réseau, et ces réseaux peuvent ensuite nouer des liens avec l'espace éthique régional. Ce qu'il y a de très important, c'est que l'éthique doit toujours se décliner au niveau de la proximité. Il n'y a pas d'accaparement de l'éthique par personne qui soit tolérable. L'éthique ne vit que de cette capacité de se diffuser, d'irriguer au plus près des malades. Alors, diapositive suivante. Alors, créer et faire vivre une structure éthique en établissement, c'est par là que je terminerai. D'abord, évidemment, il faut un engagement et un soutien réel de l'établissement, pas seulement le souci de coller à une inspection de l'HAS, mais réellement, que veut-on faire de l'éthique dans notre établissement? Et ceci passe par quel temps dédié à l'éthique? Faut-il simplement se réfugier dans la pause méridienne avec un sandwich pour pouvoir parler d'éthique? Ou est-ce que l'établissement prend en considération l'importance de cette réflexion éthique? L'engagement aussi et le soutien de l'établissement pour la formation à l'éthique de professionnels de santé. Que faites-vous pour inciter vos professionnels à se former en éthique, pour leur donner les facilités pour se former? Ce point est fondamental et il doit répondre bientôt, je l'espère, aux critères de l'HAS. Qu'avez-vous fait? Combien de vos personnels se sont formés à l'éthique? L'éthique, c'est un désir, mais c'est un désir qui, comme tout désir, nécessite d'être alimenté, d'être facilité. Ensuite, il y a des questions subsidiaires. Quelle sera la composition de cette structure éthique, mono-institutionnelle ou fédérative, professionnels de santé, représentants d'administration, mais une structure éthique doit être indépendante. L'administration doit avoir une certaine pudeur dans l'intervention vis-à-vis d'une structure éthique, et c'est d'ailleurs comme cela que cela fonctionne bien depuis me semble-t-il, toujours, ou en tout cas depuis bien longtemps. Quelles personnes extérieures on fait venir? Car enfin, le professeur Jean Bernard avait coutume de dire qu'une structure éthique où il n'y a que des médecins, c'est un comité de médecins, mais ça n'est pas un comité d'éthique. Qui on met en extérieur au monde de la santé? Représentants des usagers, bien sûr, mais des philosophes, un sociologue, un juriste, je ne sais pas. L'éthique demande une respiration. Alors, quel mode de saisine? Ce point est important. Il faudra que chaque établissement réfléchisse par l'administration. Bien sûr, c'est important, une interpellation institutionnelle. Et c'est un signe de considération de l'administration qu'une relation avec sa structure éthique. Par les soignants, bien sûr, là, évidemment. Et puis par autosaisine. Et puis aussi, savoir ce qu'est l'éthique. L'éthique n'est pas une instance de jugement des personnes, elle n'a pas de fonction normative, elle n'a pas à édicter des règles, nous sommes saturés de règles, de protocoles, elle n'est pas intrusive, je l'ai expliqué tout à l'heure, elle ne doit pas se substituer à la décision de l'équipe soignante, elle doit simplement l'éclairer, l'assister, simplement quand cette équipe soignante fait appel à elle. L'éthique ne se substitue jamais à la décision médicale. Cette décision médicale est simplement appuyée par l'éthique, mais surtout, elle est décidée avec l'ensemble de l'équipe soignante, par ceux qui ont responsabilité pour prendre la décision finale. Alors, pour faire vivre une structure éthique, bien sûr, il faut être saisi, mais parfois, c'est bien de créer des structures éthiques sur le papier qui, en fait, ne produisent pas grand-chose ou rien, et faire vivre une structure éthique dans l'expérience que nous avons des nombreux établissements que l'espace de réflexion éthique a pu accompagner. Eh bien, l'angoisse, c'est comment faire vivre la structure éthique. Alors, faire vivre la structure éthique, c'est pas simple, c'est expliquer, comme j'ai essayé de le faire le plus brièvement possible, mais aussi avec le plus de conviction possible, parce que c'est une partie de ma vie. Et bien, il faut aussi peut-être organiser la réflexion par des cafés éthiques. Bon, ces cafés éthiques, le nom peut être discuté, mais c'est provoquer des réflexions sur des cas qui se sont présentés à froid et qui ensuite, nous avons eu beaucoup d'exemples où, contactés par des structures hospitalières, contactés par des EHPAD, problématiques aient été portées, analysées, et ensuite c'est cette équipe qui l'a analysée qui vient la présenter à froid,
pour, en quelque sorte, être un moteur de la réflexion éthique et être une incitation au partage. Voilà. L'éthique, elle est, je pense, une voie aujourd'hui encore trop méconnue pour donner aux soignants toute leur place dans ce qui est fondamental, dans ces décisions difficiles qu'ils ont à prendre, dans cet affrontement à la vulnérabilité, à la difficulté. Et au fond, tout ce qui se vit dans les équipes soignantes ne peut pas être engrangé et faire pression en soi-même. Cela demande à être partagé. Le partage, Edgar Morin appelé de la reliance, oui, l'éthique. L'éthique appelle à la reliance entre les soignants. Puisse-t-on le comprendre? Merci, Monsieur Gilles, pour cette reliance, pour ce partage. Si vous pouviez rester avec nous pendant la durée de ce webinaire, si jamais il y a des questions webinaire, voilà, Monsieur Gilles est toujours avec nous pour pouvoir y répondre. Martine. Bon, je vais prendre la suite, mais là on se sent tout petit après une telle intervention. Merci beaucoup, professeur, parce que vraiment vous donnez envie, je pense vraiment à se lancer dans cette démarche et vous avez vraiment mis le doigt sur la nécessité et le besoin des soignants pour de telles démarches. Donc là, je reprends un peu le fil de notre présentation sur les attendus justement des différents manuels dans le cadre de la certification, tant celui sur le sanitaire que sur le médico-social. Donc là, vous voyez, en ce qui concerne le sanitaire, je me suis permis là en bas de vous préciser que c'est bien la version 2023. Et une des questions, vous avez vu dans la diapositive d'introduction, était en fait, on a déjà entendu parler de l'éthique dans les certifications précédentes. Eh bien oui, alors, vous voyez, je suis allée rechercher dans les archives des référentiels et le fameux manuel V2010. Donc, ça veut dire que la certification V2010 puis la V2014, puisque c'était le même référentiel, avait déjà abordé cette notion de démarche éthique. Et regardez, quand on regarde les attendus des différents critères et des différents éléments d'évaluation, déjà, eh bien, il était question d'avoir recours à des ressources, d'avoir des professionnels qui sont sensibilisés, sinon formés, d'avoir des questions éthiques qui étaient traitées au sein de l'établissement. Et puis, il était demandé au niveau de la gouvernance que les questionnements éthiques déjà fassent soit le cas d'un état des lieux. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui n'est pas propre, bien évidemment, à cette nouvelle itération de la certification. Et puis là, vous voyez, je vous ai rappelé cette notion de les nouveaux ajustements 2023 où entre autres, là on vous cite juste ces trois-là, où les deux critères concernant la maltraitance ont été revus par la Haute Autorité de Santé. Donc cette diapo aussi pour vous informer que nous allons aussi vous amener un axe de travail sur tout ce qui est maltraitance à travers un webinaire à venir, une campagne, des ateliers, une fiche pédagogique de la Haute Autorité de Santé qui est à venir. Voilà, donc il y a des choses qui vont se passer. Et puis, comme vous l'avez constaté, ce nouveau critère, qui était la nouveauté, si je puis dire, des ajustements 2023, ce nouveau critère 3.404 sur justement le questionnement éthique. Alors, comme vous pouvez le constater, ce questionnement éthique, il n'y en a qu'un dans le référentiel, on va en parler un peu plus tard, ce n'est pas parce qu'il n'y en a qu'un qu'on n'en parle pas ailleurs. Donc nouveau, donc mis en application depuis le 1er janvier 2023. C'est un critère standard, donc ça veut dire que voilà, il est à prendre en compte, il ressort de l'ensemble de l'établissement, avec bien évidemment des déploiements complètement différents. Tout à l'heure, je citais l'exemple de l'HAD, qui est un mode d'hospitalisation bien à part, où il y a bien évidemment des questionnements éthiques qui sont certainement différents que dans l'hospitalisation complète ou d'autres types de prise en charge. Et puis, donc, ce nouveau critère est investigué par la méthode de l'audit système qui est rattachée à la qualité de vie au travail. Et vous voyez
quand on regarde les questionnements qui vont avoir lieu pendant le temps de visite, et en tout cas les questionnements à vous poser, vous, lorsque vous allez préparer, quand vous prenez en compte ce manuel, eh bien, on revient toujours aux mêmes thématiques sur l'état des lieux, des questionnements éthiques au sein de la structure, la sensibilisation des professionnels. Je crois que le professeur Gilles a bien insisté tout à l'heure, comme quoi c'était vraiment quelque chose de très important. La notion de cadre opérationnel, l'endroit où on va pouvoir porter ces questionnements pour pouvoir en discuter de façon collégiale. Le recours aux ressources externes, quelquefois on est un peu démunis, on bloque un petit peu sur des questionnements ou tout simplement les modalités de prise en compte parce qu'on est tout petit, donc on a plutôt envie de se fédérer et de faire, d'avoir des modalités partagées au sein de différentes structures, et puis la place des représentants des usagers au sein de toutes ces questions qui peuvent remonter. Alors, en ce qui concerne le manuel dans le secteur médico-social, donc je pense que pour ceux qui sont en train de se préparer, vous avez vu que ce manuel, il est constitué un petit peu comme celui du secteur sanitaire, avec 3 chapitres, la personne, les professionnels, au lieu que ce soit l'établissement, c'est l'établissement médico-social, avec là par contre des thématiques qu'on retrouve à chacun des chapitres, et comme vous le voyez là, donc je vous ai fait une capture de la page la première page du manuel, où vous voyez qu'à chaque fois du sommaire, oui merci Catherine, qu'il est question à chaque fois de bientraitance et d'éthique. Mais quand on regarde un petit peu plus près de ce manuel, on voit que finalement, la notion d'éthique à proprement parler, elle est plutôt traitée dans le chapitre 2, donc vous voyez, dans la partie professionnelle, à travers 4 critères. Donc, le premier, c'est l'identification des questionnements. Donc, on n'est pas surpris, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Donc, vous voyez, les professionnels identifient les questionnements éthiques. Il y a un autre critère sur l'association de la personne accompagnée et de son entourage. Et puis, un 3e critère sur la sensibilisation. Et enfin, vous voyez, tout ce qui tourne autour du lieu, en fait, de partage de ces questionnements, c'est-à-dire l'organisation et puis et la possibilité d'avoir recours à une instance, à un lieu de questionnement éthique au sein du territoire. En présentation, je vous ai dit qu'il n'y avait qu'un seul critère sur le questionnement éthique, mais vous voyez bien à travers cette diapositive que, bien évidemment, c'est une thématique qui est totalement transversale et qu'on va retrouver. Donc là, on vous a jeté comme ça quelques mots, quelques titres de critères. Bon, vous reconnaissez en rouge, bien évidemment, les critères impératifs. Mais vous voyez bien que la notion d'éthique, finalement, on la retrouve partout, que ce soit les personnes vulnérables, le professeur Gilles l'a abordé, bien évidemment, personnes âgées, handicap, la fin de vie, mais tout ce qui tourne autour de travail en équipe. Là aussi, le professeur Gilles a bien aussi insisté sur la difficulté aussi des professionnels et la souffrance au travail, qu'on retrouve aussi, vous voyez, dans tout ce qui est événements indésirables associés aux soins, ou les événements indésirables, où on parle des secondes victimes, que sont souvent, ça peut être les soignants, ça peut être la famille, l'entourage, donc ce sont vraiment des questions importantes. Tout ce qui est restriction de liberté, bien évidemment, mais intimité, dignité. Voilà, l'intimité d'un patient en réanimation, par exemple, qui n'a pas, qui est en état de sédation, par exemple, l'environnement du mineur, les besoins élémentaires, le consentement. Quand on parle de consentement, derrière, il y a aussi l'information. Qu'est-ce qu'on peut dire au patient? Jusqu'où doit-on aller? Comment sait-on vraiment ce qu'on lui a dit lorsqu'on est en cancéro et qu'on prend un patient en 2e ou 3e instance, si je puis dire? Est-ce que le patient, quand il arrive en HAD, il est censé avoir eu la consultation d'annonce et on se rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas? Vous voyez, donc il y a quand même des tas de situations où forcément, quand vous allez aborder ces différentes thématiques, eh bien, il faudra faire le lien, si je puis dire, avec tout ce qui est justement ce critère sur le questionnement éthique. Donc là, on va vous faire bénéficier, là encore, de
nos témoignages. Alors là, on va vous passer le témoignage de Florence Cassereau, qui n'est pas là en direct, hein, qu'on a enregistré. Et en fait, on a interpellé Florence dans le sens où elle fait partie de la gouvernance, hein, de son établissement, puisqu'elle est à la direction qualité. Et vous voyez à gauche, on vous a mis les événements d'évaluation dans le critère qui concerne plutôt la gouvernance et les représentants des usagers. Et au regard, on vous a mis du coup la fiche pédagogique, hein, qui a été rédigée par la Haute Autorité de Santé et qui vous donne des clés, en tout cas des idées de questionnements qu'on peut se poser. Alors certes, les experts au moment de la visite, mais même avant, les questionnements qu'on peut se poser quant à l'implication de la gouvernance et puis la place des représentants des usagers. Donc voilà, on va écouter Florence et puis après, on va encore avoir d'autres retours. L'établissement promeut et soutient le recours au questionnement éthique par l'ensemble des acteurs. Florence Cassereau, pouvez-vous nous parler de l'expérience du centre hospitalier Camille Claudel? Donc en fait, dans le cadre d'un programme de gestion des risques que nous avions élaboré, le programme de gestion des risques 2005-2009, on avait identifié le risque lié au non-questionnement éthique. Donc en fait, on avait considéré qu'il fallait aussi qu'on ait une réflexion institutionnelle, même si cette réflexion, bien entendu, existe dans les différents services. Et avait été créé en 2007-2008 un groupe de travail pour dresser un état des lieux sur les questionnements éthiques au centre hospitalier Camille Claudel. Donc cet état des lieux, nous avions par exemple identifié des thématiques comme la liberté de circulation, c'est-à-dire les personnes en hospitalisation libre qui sont par exemple dans des services fermés, tout ce qui est isolement, contention, la violence en institution, les droits des patients, la place des usagers. Donc on avait beaucoup de thématiques qu'on a listées en fait en 2007-2008. Ensuite, dès 2008, en novembre 2008, a été diffusé le nouveau manuel de certification et dedans, nous avions un critère de certification sur comment on mène une démarche éthique dans un établissement. Suite à ça, nous avons décidé de créer un groupe de réflexion éthique, donc avec délibération, conseil d'administration, conseil de surveillance, pour créer donc ce groupe qui était en fait un groupe constitué dès le début d'associations d'usagers, puisque nous avions d'abord l'UNAFAM et ensuite l'UNAFAM et l'ADAPI, et de différents professionnels, aussi bien transversales que pluridisciplinaires, avec aussi bien médecins psychiatres, médecins généralistes, psychologues, aides-soignants, infirmiers, cadres, des administratifs aussi, pour avoir aussi un regard d'un mandataire judiciaire, d'un juriste, dans la composition de ce groupe de réflexion éthique. Donc dès 2012, nous avions décidé d'ouvrir au maximum cette réflexion institutionnelle dans des lieux tels que des espaces éthiques ou des cafés éthiques, donc dans un premier temps dans des espaces éthiques. Donc on a mis en place ces espaces éthiques qui étaient en fait une journée séminaire éthique ouverte aux professionnels et aux représentants d'associations d'usagers. Donc nous avons plusieurs thématiques sur notamment la liberté, les soins sans consentement, la place du juge des libertés de la détention, donc à partir de 2012. Puis nous avons décidé de créer des cafés éthiques donc dans un café en ville, avec des thématiques où on ouvrait dans un premier temps aux professionnels, puis peu à peu on a ouvert donc aussi aux représentants évidemment d'associations d'usagers, puis à des usagers, mais aussi à des partenaires. Donc de plus en plus ouvert. Les seules années où on n'a pas pu mettre de café éthique, donc c'était en 2020-2021, mais on a reprogrammé dès l'année dernière un café éthique. Par exemple, le café éthique portait sur l'environnement et la santé mentale, en lien avec les semaines santé mentale qui ont été définies. Et ce café éthique donc portait sur des notions comme l'accès au logement, l'écologie, la solastalgie avec l'éco-anxiété, donc plusieurs thématiques autour de ce travail dans ce café éthique avec des partenaires. Donc c'était vraiment intéressant d'avoir aussi ouvert aux partenaires et de ne pas être centré que sur l'institution et les professionnels de l'institution.
Donc ensuite, on a décidé, donc au bout d'une bonne dizaine de pratiques, en 2019, de créer un comité d'éthique. En fait, on avait ce groupe de réflexion éthique avec ce groupe de composition un peu fermé, et on a décidé de dénommer comité d'éthique, puisqu'on n'osait pas en fait prendre la notion de comité d'éthique qui relevait du comité national, et qu'on ne se sentait pas assez expert de cette réflexion éthique. Et donc du coup, on a tardé voilà, pendant plusieurs années, et maintenant on s'appelle comité d'éthique du centre hospitalier Camille Claudel. Et très récemment, nous avons même créé un bureau du comité d'éthique, aussi en termes de communication, un logo, un flyer pour aussi le transmettre dans les différents services pour expliquer comment saisir le comité d'éthique. On peut saisir aussi le comité d'éthique par internet sur le site de l'hôpital. Donc il n'y a pas de référent éthique dans notre établissement, c'est plutôt voilà, le comité d'éthique au sens large. Alors maintenant il est complètement ouvert. Ce comité d'éthique donc, est composé de différents professionnels, d'usagers, de représentants d'associations d'usagers, mais en fait n'importe qui peut venir au comité d'éthique, des patients stabilisés, toujours l'UNAFAM, l'ADAPI qui sont très présentes dans ce comité, et qui peut aussi suggérer sur des nouveaux questionnements au niveau de la place des familles dans notre comité voilà, de cet établissement. Donc ce que je peux rajouter, c'est que pour que ça se diffuse dans les services, tout ce qui est écriture des bilans qu'on fait, les comptes rendus, on les diffuse sous intranet pour que tout le monde puisse avoir accès au niveau des professionnels de l'institution aux écrits du comité d'éthique. De ce que je peux donner comme exemple très concret, parfois on est saisi voilà, sur certaines situations. Alors ça peut être des situations cliniques complexes, mais aussi sur des thématiques précises. Par exemple, les 2 dernières saisies, une saisie sur le bracelet d'identité-vigilance. Donc est-ce que nos patients doivent porter un bracelet d'identité-vigilance, sachant qu'on a une forte majorité de patients qui vont et viennent dans l'établissement, puisqu'ils sont en hospitalisation libre. Nous avions aussi la vidéosurveillance dans la chambre d'isolement, et donc on avait sur la vidéosurveillance émis un avis défavorable qui a été suivi par la direction, puisque nous n'avons pas de vidéosurveillance en chambre d'isolement dans notre établissement. On avait travaillé aussi sur un document d'aide à la réflexion sur la maltraitance. Nous avions avant un critère de certification sur la maltraitance ordinaire, maintenant c'est sur la maltraitance tout court, mais toute cette réflexion sur la bientraitance, avec les notions d'accueil, d'architecture, mais aussi la question du tutoiement qui revient parfois en psychiatrie, sur lesquels voilà, on s'est interrogé, et on a émis ce document qu'on a transmis à l'ensemble des équipes de soins pour apporter cette réflexion. Donc aujourd'hui, le comité d'éthique, et notamment avec le bureau du comité, nous interrogeons sur la restitution et les feedbacks en fait entre les services et le comité. D'autant plus qu'on sait que dans d'autres établissements, souvent des établissements plus importants, sont créés des équipes mobiles où parfois il y a des professionnels référents avec des temps dédiés sur l'éthique, chose qu'on n'a pas encore dans notre établissement. Donc les différents questionnements éthiques, donc évidemment dans ce comité d'éthique institutionnel, ça semble très important, mais aussi de continuer toute la réflexion éthique et le re-questionnement sans cesse sur les différentes situations, les pratiques, au sein d'un établissement, dans les réunions de service, dans les réunions institutionnelles, les réunions cliniques. La psychiatrie, en termes de travail d'équipe, a de nombreux types de réunions, et c'est l'occasion de toujours se reposer des questions. Donc ce questionnement éthique doit être inclus en fait aussi dans ce type de réunion. Pour l'année 2022, nous avions plusieurs thématiques. Donc en 2022, par exemple, on a réfléchi sur le mésusage de la psychiatrie. Est-ce qu'une personne âgée doit arriver en hospitalisation en psychiatrie? On sait très bien qu'il faut éviter l'hospitalisation. Donc on a réfléchi autour de ça dans notre comité d'éthique aussi. La place de la famille qui revient très régulièrement, aussi par les associations d'usagers bien entendu. Et puis nous travaillons beaucoup avec les comités d'éthique du groupement hospitalier du territoire, dans un premier temps au niveau du sanitaire, puisque nous travaillons avec le centre hospitalier d'Angoulême, mais aussi le comité d'éthique, le CESCOR, qui est un comité d'éthique qui existe depuis plusieurs années en Nord-Charente, et un autre comité d'éthique qui a été réactivé avec les hôpitaux du Sud-Charente.
Nous travaillons bien entendu avec l'ERENA. Alors l'ERENA, lorsque nous avions commencé notre réflexion en 2007-2008, l'ERENA, donc l'espace de réflexion régional, n'était pas encore créé. Mais dès 2012-2013, quand ça a été créé, nous nous sommes rapprochés de l'ERENA pour construire encore cette réflexion éthique avec d'autres partenaires et d'avoir voilà, cette vision régionale aussi sur nos questionnements. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant de ce que nous avons créé au comité d'éthique du Centre hospitalier Camille Claudel. Est-ce que vous avez une expérience dans le champ médico-social? Alors dans le champ médico-social, il s'avère qu'au Centre hospitalier Camille Claudel, nous avons aussi 5 structures médico-sociales, donc c'est totalement intégré dans notre réflexion au comité d'éthique. Mais aujourd'hui, en tant qu'administrateur du groupement de coopération sociale, médico-sociale, santé mentale et handicap de la Charente, nous nous interrogeons sur la construction de comités d'éthique pour les structures médico-sociales autres que les hôpitaux que j'ai cités tout à l'heure, sachant qu'il y a des EHPAD qui font partie d'ores et déjà du CESCOR en Nord-Charente. Donc en fait, j'ai beaucoup de questionnements en ce moment des membres du GCSMS sur l'éthique, d'autant plus que dans le référentiel d'évaluation externe qui est sorti l'année dernière sur la qualité concernant les établissements sociaux et médico-sociaux, il y a plusieurs critères sur les questionnements éthiques et les personnes s'interrogent sur la création de comités d'éthique. Donc à s'interroger, c'est soit au sein de la structure suivant l'importance de la structure ou en transversal. Pour l'instant, j'ai eu comme commande au niveau du groupement de créer un séminaire. Donc l'année dernière, nous avions fait un séminaire sur la qualité en créant des outils pour les structures sociales et médico-sociales pour l'évaluation externe, et ce travail-là a été fait en collaboration étroite avec le CK. Et pour cette année, la commande, c'est de mettre en place un séminaire éthique en collaboration avec les autres comités d'éthique que j'ai cités, et évidemment le professeur Gilles de l'ERENA. Et la thématique décidée pour a priori le mois de novembre, puisque c'est en cours de construction, sera sur liberté et vulnérabilité. Merci Florence pour cette vie institutionnelle de l'éthique au Centre hospitalier Camille Claudel. Merci. On peut reprendre? Nous pouvons reprendre. Donc, nous avons bien vu, il y a eu je pense, des problèmes de connexion de son. Je pense que c'est aussi un problème côté participant. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous aurez sur notre site le support, la visio séparément du support, donc vous pourrez la reprendre ultérieurement. Ce qui était intéressant donc dans la présentation de Florence, elle vous a évoqué, donc vous voyez les deux interventions qu'elle organisait ou qu'elle a organisées, donc cette notion de colloque, hein, de temps dédié sur une question avec pour cette année donc un prochain colloque sur la thématique qu'elle a lancée sur la vulnérabilité. Et puis ces fameux cafés éthiques, hein, donc c'est pas les pauses méridiennes, hein, c'est vraiment des cafés éthiques. Donc c'est un espace, un café extérieur à l'établissement, un vrai café, hein, et qui est privatisé et sur lesquels donc des personnes participent, dont des intervenants extérieurs. Voilà sur cette expérience de Florence que l'on remercie chaleureusement. Donc là, si on continue sur le critère éthique, hein, tel qu'il est dans le manuel, vous avez vu, donc il y avait toute une partie qui concernait la gouvernance et puis l'implication des représentants des usagers. Et maintenant, il y a tout un questionnement sur qui concerne les professionnels, hein, puisque vous avez vu qu'il était attendu que les professionnels puissent faire éventuellement remonter des questionnements éthiques. Là, on a construit la diapo exactement comme la diapo précédente, avec l'intitulé, si je puis dire, des éléments d'évaluation tels qu'ils sont dans le manuel. Et puis, au regard de ça, ce que l'HAS a écrit dans sa fiche pédagogique. Mais rien de mieux que ce qui est écrit dans ces différents outils, c'est vraiment le retour d'expérience de professionnels, et c'est pourquoi nous avons contacté Aude, qui a eu la gentillesse d'accepter notre invitation et qui va vous faire partager justement son expérience au sein de la maison de santé Marie-Galène en tant que professionnel de terrain, et qui va nous expliquer un petit peu comment ça s'est structuré au sein de son établissement. Donc Aude,
on vous donne la parole. Très bien, merci. Bonjour à tous, donc, je suis Aude Suire, je suis l'infirmière coordinatrice de l'équipe mobile de soins palliatifs de la maison de santé Marie-Galène, dans laquelle je travaille depuis 10 ans maintenant. Donc juste pour comprendre un petit peu le contexte dans lequel notre groupe de réflexion éthique a été créé, pour ceux qui ne connaissent pas Marie-Galène, c'est une petite structure qui a deux étages un peu d'hospitalisation. Il y a un pôle plutôt SSR avec 58 lits sur lesquels il y a des lits identifiés de soins palliatifs et un accueil un peu spécifique des patients atteints de tumeurs cérébrales. Et au rez-de-chaussée, donc c'est le pôle palliatif où là on a 12 lits d'hospitalisation en unité de soins palliatifs, un hôpital de jour de soins palliatifs de 3 lits et une équipe mobile de soins palliatifs dans laquelle donc, je travaille qui se déplace à la fois en institution et à la fois au domicile. Alors au niveau de la création, quand je suis arrivée en 2013, il y avait déjà une volonté institutionnelle de créer une instance éthique, mais le cap n'avait jamais été franchi jusqu'alors. Et en 2015-2016, Marie-Galène m'a financé le DU d'éthique médicale à Bordeaux. Et une fois diplômée, j'ai eu envie un petit peu de faire quelque chose de ce diplôme. Donc j'ai commencé d'abord par faire des recherches sur Internet, tout simplement, sur l'existant, ce que faisaient les autres structures, comment est-ce qu'ils avaient mis en place leurs instances éthiques, est-ce qu'il y avait des règlements intérieurs, des choses comme ça. Donc je me suis inspirée un petit peu d'autres établissements partout en France. Ensuite, on a créé un groupe de travail avec plusieurs membres des professionnels de l'établissement intéressés, la direction également, pour voilà, décider de ce qu'on voulait en faire, comment on voulait créer les choses, comment on voulait le faire vivre. Donc on a d'abord rédigé et validé tous ensemble un règlement intérieur et ça a donné lieu après à la création officielle du groupe de réflexion éthique en décembre 2017. Bon, évidemment, il y a eu le petit creux Covid un peu compliqué, mais sinon ça fait 5 ans quand même qu'on existe. On peut changer de diapo. Donc au niveau du fonctionnement concrètement, on a choisi de travailler avec 2 bureaux distincts. D'abord, il y a le bureau plutôt institutionnel. Donc là, c'est plutôt pour répondre aux attendus pour créer une instance institutionnelle officielle, on va dire. Donc là, il y a des membres de droit et des membres élus. Donc les membres de droit, on a choisi d'inclure la directrice de l'établissement, le président du conseil d'administration de l'association des Dames du Calvaire, parce que c'est une association, Marie-Galène. Aussi les cadres de santé des différents services de la structure, des représentants des usagers, les bénévoles également, qui ont une place importante à Marie-Galène. Et après les membres élus, donc on a un président, un vice-président, une secrétaire, et après on a 3 membres élus. Donc là, c'est plus des réunions 2-3 fois par an, ce qui permet en début d'année de faire un peu les projets, en fin d'année de faire le bilan et au milieu un peu de faire un point. Et après, pour des raisons plutôt pratiques d'organisation aussi, et puis que les projets soient plus faciles à réaliser, on a un bureau que j'ai qualifié d'un peu plus opérationnel. Donc là, ce sont les membres élus, les 6 membres élus, plus une quête de santé aussi qui s'investit beaucoup dans le groupe éthique. Donc on essaie de se faire des réunions, c'est un petit peu à la demande. Malheureusement, comme parlait du professeur Gilles tout à l'heure, c'est un peu avec le sandwich entre midi et 2, pour créer des petits projets concrets au sein de Marie-Galène. Voilà. Donc après, au niveau concret, il y a des saisines qui sont possibles par les professionnels. Dès qu'il y a une saisine, ça donne lieu à une réunion un peu à la demande, voilà, selon les besoins. La difficulté qu'on a eue, c'est que les formulaires de saisine qu'on a créés sont sur Bluemedic, un logiciel qualité, et les soignants ne trouvent pas ça forcément très accessible, donc on n'avait pas beaucoup de saisines. Donc là, on vient de créer une adresse mail personnelle pour le groupe éthique, donc on va la diffuser et voir si ça change quelque chose au niveau des demandes des soignants. Pour les saisines, du coup, les réunions, on a une philosophe qui travaille avec nous, qui intervient lors des réunions sur les saisines, qui malheureusement a peu de temps, donc elle vient que pour ça et pas pour le reste des projets du groupe éthique. Et ces réunions-là donnent lieu à des comptes rendus qui permettent de résumer un petit peu ce qu'on s'est dit. Et en général, on a un apport un petit peu plus théorique, philosophique ou juridique selon la situation,
qui vient étayer notre compte rendu et après qui est diffusé aux différents professionnels. Après, on a des projets plus concrets. Par exemple, des vignettes cliniques, ça marche très très bien, ça, avec les soignants, ils adhèrent bien. Donc, on présente différentes situations cliniques avec des questionnements éthiques qui en découlent et les soignants viennent réfléchir sur les situations, donner leur avis et parfois on aime bien aussi les faire se confronter sur deux idées opposées et voir un petit peu ce qui ressort. Donc ça, on fait ça sur le temps du repas, en général 2 fois par an. On a aussi un BIP éthique. Donc le BIP, c'est le nom du journal de l'établissement. Donc on en a créé un en parallèle spécifique à l'éthique. On essaie d'en faire 3 à 4 fois par an quand on peut. Donc là, l'idée, c'est discuter un peu de sujets éthiques, soit généraux, soit en lien avec l'actualité. Parler aussi de l'actualité des événements qui se passent en Gironde et qu'on diffuse aux professionnels aussi de l'établissement. En projet, on a eu un gros projet là sur la fin de l'année dernière. On a créé un questionnaire par rapport à la possible évolution de la loi sur la fin de vie. Donc l'idée, c'était déjà d'inciter les professionnels à réfléchir sur ce sujet et puis aussi nous d'avoir un retour et de recueillir un peu leurs préoccupations. Donc là, on est en train de travailler sur un retour pour faire affaire aux professionnels, sur ce qu'ils nous ont répondu et puis voilà ce qu'on peut en dire nous en tant que groupe éthique autour. Voilà, on peut changer de diapo. Je voulais évoquer aussi les limites, parce que malheureusement, il y a des limites. D'abord, le temps, parce que notre fonctionnement donc, est sur le temps de travail, ce qui fait qu'on se réunit souvent un petit peu entre midi et 2, parce que on est tous un peu dans différents services, pris par le temps, et comme très souvent dans les services de santé, c'est la clinique qui va primer sur les temps de réflexion éthique. Donc, on a un petit problème de temps. Après, l'avantage du fonctionnement sur le temps de travail, c'est que c'est aussi pour les soignants qui viennent assister aux réflexions autour des saisines, c'est aussi sur leur temps de travail. Ça, c'est une volonté institutionnelle, c'est pas du temps personnel des soignants. Donc, ça incite quand même un peu plus le personnel à venir prendre du temps pour réfléchir. Après, il y avait aussi en limite le sentiment parfois d'un manque de légitimité des soignants à rédiger des saisines et à mener une réflexion éthique. En fait, dans notre formulaire de saisine, on avait demandé à ce que la situation soit un petit peu décrite et qu'il y ait des questionnements éthiques qui en ressortent. Et certains soignants nous ont fait remonter qu'ils ne se sentaient pas capables de rédiger vraiment un questionnement éthique à proprement parler. Et parfois, ils ne se sentent pas compétents, ils nous disent qu'ils n'ont pas assez d'apport philosophique pour réfléchir aussi aux situations. Donc là, on essaie un petit peu de dédramatiser et de faire en sorte que ce soit accessible pour tout le monde. Donc, et pardon, aussi parfois en même temps, Aude, en même temps, j'ai des questions, Oui. donc ça répond. Ces saisines, leur réponse est individuelle ou rendue publique, enfin de façon collective? Les retours de saisine sont-ils publics ou privés uniquement à la personne faisant la saisine? Non, le retour est fait de façon publique. C'est-à-dire quand on fait la saisine, après, c'est la réunion autour de la saisine est ouverte à tous les professionnels de la maison sans restriction. Et après, on fait un compte-rendu de ce qui s'est dit, mais ce qui a déjà été dit en public finalement lors de la réunion. On est vraiment sur la notion de débat ou de partage collectif, cette notion de démarche collective. Nous répondons à Alicia. D'accord. Mais ça peut-être aussi rejoindre un petit peu la question, c'est le fait que ce soit public aussi. Il y a certains soignants qui ont peur d'assumer des questionnements qui ne sont pas forcément partagés avec le reste de l'équipe ou qui peuvent amener un peu à une division au sein de l'équipe. Donc, c'est pas toujours facile quand tout est public aussi d'assumer son questionnement et de pouvoir se retrouver contredit. On pourra peut-être, après vos interventions, avoir l'avis de Monsieur Gilles sur ce point de vue également. Voilà. Bon, après, c'était tout ce que je voulais partager. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions en plus. Ah, c'est intéressant. Voilà. Pour l'instant, non. Voilà. Mais, alors, avant de passer à cette... Merci beaucoup, Aude, pour cette... pour cette expérience dans votre quotidien. Avant de parler sur cette diapositive, je crois que je voulais amener juste quelques petites précisions parce qu'on a plusieurs questions là qui nous remontent sur notamment, alors là, pour les temps de visite
dans la visite de certification sur les éléments de preuve. En fait, bon, vous avez vu, c'est un audit système. Donc, un audit système, ce sont des questions croisées à la gouvernance, aux professionnels. Les questions qui sont posées aux professionnels, c'est pendant la fameuse rencontre professionnelle. Donc là, l'expert visiteur a en face de lui des professionnels de différents métiers. Et du coup, il y a ces questions-là. Les éléments de preuve, en fait, à ce moment-là, il n'a pas vraiment besoin. Si les professionnels sont quand même en capacité de dire, bah oui, dans notre structure, nous avons cette réflexion-là, nous avons la capacité de faire remonter des questions et comment ça se passe, par quel moyen, enfin voilà, c'est suffisant. Et après, dans les questions à la gouvernance, là, bien évidemment, si la gouvernance affiche, par exemple, au sein de l'établissement, au sein de la structure, qu'il y a un comité d'éthique ou un espace éthique, ou en tout cas quelque chose, voilà, qui a cette mission d'avoir ce questionnement, eh bien, forcément, enfin là, ça peut être des comptes rendus, puisque là, vous avez vu, tous les intervenants ont bien insisté sur cette notion de traçabilité, qui est quand même une trace écrite, une réponse écrite aux différentes saisines, et puis la gouvernance pourra aussi expliquer quel est le parcours d'une saisine, comment ça se passe, à quel endroit le professionnel va déposer, si je puis dire, son questionnement, le ou les professionnels, comment ça se passe, comment, voilà, donc éléments de preuve, oui, mais enfin, il y a pas le côté scolaire, si je puis dire, je pense qu'il y a suffisamment d'éléments en expliquant comment ça se passe pour prouver que quelque chose existe au sein de la structure, mais de toute façon, s'il y a un espace qui existe, il y a forcément des éléments de traçabilité qui peuvent attester de l'existence de cet espace. Après, l'autre question, c'est est-ce qu'il existe, est-ce qu'il vit, pardon, est-ce que c'est quelque chose qui est vivant, c'est ce qu'a dit tout à l'heure le professeur Gilles. Déjà, il y a la constitution d'un espace dédié. Et après, est-ce que c'est uniquement pour faire plaisir à l'HAS, pour dire voilà, ça y est, nous, c'est bon, on a créé quelque chose et puis on s'en tient là, ou est-ce que c'est véritablement quelque chose qui est utilisé, qui est utile aux professionnels et puis qui prend en charge justement les différentes réflexions des professionnels, soit de façon régulière au même titre qu'une autre instance avec une fréquence déterminée, ou soit les deux en même temps, c'est-à-dire une réunion régulière et de temps en temps, au fur et à mesure des saisines, des réunions extraordinaires qui viennent peut-être pas répondre, mais en tout cas discuter autour d'un questionnement qui est remonté. Voilà, donc j'espère avoir répondu, mais vraiment, il n'y a pas une liste voilà, avec une coche là, d'éléments qu'on vient chercher véritablement. Monsieur Gilles, est-ce que vous êtes avec nous? Il nous reste 2 minutes. Si vous pouviez, avec votre force de conviction, revenir sur ces éléments de saisine et de retour collectif, de crainte de certains patients, et revenir vraiment sur cet élément collectif. J'ai encore des questions sur cette notion de est-ce que c'est que les personnes qui participent à un groupe, un comité éthique qui font de l'éthique, ou c'est ouvert à tout le monde? Donc je pense qu'il faut vraiment renforcer cette notion que l'éthique n'est pas l'affaire de tous. N'est pas réservée à une élite, à des experts. Justement, je pense que c'est là où Marie-Galène, on a aussi souhaité ouvrir voilà. à toute la structure, c'est-à-dire que même la personne qui travaille à l'accueil ou la secrétaire de direction peut tout à fait participer de façon active, alors qu'elles ne sont même pas soignants initialement. Oui, voilà. Donc, je pense qu'on a des soucis de connexion peut-être avec Monsieur Gilles. Je ne le revois pas connecté. Mais bon, je pense qu'il a vraiment insisté sur cette notion. Il n'y a pas d'expertise. C'est vraiment cette notion de débat, d'échange, de questionnement, d'analyse. Pas forcément des réponses. Je crois que... Voilà, vous avez bien compris que c'est un avis éventuellement, que le recours extérieur, mais c'est certainement pas une décision. Et que la décision, de toute façon, décision finale, elle incombe à l'équipe. C'est plus un lieu d'échange et de partage et pas un lieu de décision.
Et là, on a intitulé cette diapo liens et outils, mais ce mot outil est un petit peu fort. Il n'y en a qu'un, c'est voilà. la fiche pédagogique éventuellement. On vous l'a déjà présentée pendant le diaporama, mais on voulait impérativement vous donner voilà, les coordonnées. Nous n'avons pas d'outils miracles à trouver les réponses aux mots de chacun. Claire nous demande s'il y a d'autres outils, mais non, Claire, en fait, la base de l'outil, de l'outillage dans l'éthique, c'est l'échange, donc sous différentes formes de débats, de cafés, de colloques, de saisines. Ça va être ça, les outils. Voilà, donc nous avons en 1 heure essayé de vous convaincre de mobiliser vos équipes sur ces questionnements éthiques, a fortiori actuellement dans des périodes qui sont compliquées pour nous tous. Voilà, et bien humblement, on vous a mis, vous les verrez, hein, il y a quelques petites, définitions, mais on s'était dit que le professeur Gilles avait déjà suffisamment d'éléments à vous donner. Donc Voilà. là, vous avez les prochains rendez-vous. Oui, voilà. Donc, surtout, suivez nos actualités sur notre site. Abonnez-vous au LinkedIn, au Twitter du CK, à sa chaîne YouTube. Donc, nous allons mettre là prochainement les supports et du webinaire et de l'entretien avec Florence Cassereau sur notre site et notre chaîne YouTube. Les prochains webinaires sont consacrés le 16 mai au risque infectieux en structure médico-sociale, en lien avec le CEPIAS, qui présentera un très bel outil de DAMRI, d'analyse du risque infectieux. Le 23 mai, sur l'accompagnement que le CK peut vous apporter sur les événements indésirables graves associés aux soins, et les prochaines sessions de formation, donc sur les nouvelles méthodes HAS d'évaluation dans le secteur médico-social, l'annonce d'un dommage associé aux soins et les méthodes d'analyse systémique d'événements indésirables graves. Voilà pour nos prochaines rencontres au CK. Eh bien, 15h02, nous vous souhaitons une bonne après-midi. Merci pour votre attention. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.